Espèce de vieille folle, disparais de ma vie et arrête de me faire honte. C'est exactement ce que mon fils Julien m'a hurlé sur le pas de sa porte, devant tout le voisinage. Madame Martin a arrêté d'arroser ses géraniums sur le balcon d'à côté. Le livreur à scooter a posé le pied-à-terre et est resté là, figé, à regarder la scène. Le soleil de midi tapait fort sur ma nuque, mais ce qui me brûlait vraiment, c'était le feu qui me dévorait de l'intérieur. Isabelle, ma belle-fille, était appuyée contre le cadre de la porte d'entrée, faisant défiler son doigt sur l'écran de son smartphone. Elle n'a même pas daigné lever la tête. Elle a juste esquissé ce petit sourire en coin, celui de quelqu'un qui savait déjà parfaitement comment le spectacle allait se terminer. Je suis restée là, plantée comme une statue, serrant contre ma poitrine mon vieux carnet de notes. Je n'ai pas réussi à prononcer un mot. Mon corps s'est bloqué, mais je n'ai pas pleuré. Pas là, pas devant eux. Vous savez, ce moment précis où vous réalisez que vous avez perdu quelqu'un qui, en réalité, ne vous a jamais vraiment vu, c'est arrivé à cet instant précis. Ce n'était pas seulement du rejet, c'était de l'effacement. On était en train de me gommer. L'apport personnel pour cette maison luxueuse était sorti de ma poche, de mes économies d'une vie. Son école de commerce, chaque frais de scolarité, c'est moi qui les avais payés. 3 jours plus tard, quand il a ouvert l'enveloppe Kraft que j'avais glissée sous sa porte, son visage a perdu toute sa couleur. Parce qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé que je garderais. Mais j'avais fait quelque chose qui a changé toutes les règles du jeu. Je m'appelle Élise. J'ai 67 ans. J'ai été mariée pendant 12 ans à un homme bon, un travailleur acharné, mort dans un accident du travail quand Julien avait à peine 5 ans. À cette époque, je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais subvenir aux besoins du foyer toute seule. Mais je savais une chose avec certitude. Mon fils ne grandirait pas en manquant de quoi que ce soit. J'ai commencé à coudre. Je prenais des commandes de tout le monde sans jamais dire non. Des ourlets de pantalons, des retouches de rideaux lourds, des robes de soirée, des uniformes scolaires. Je travaillais tard dans la nuit, à la lumière basse d'une lampe, après que Julien s'était endormi. Mes mains se sont couvertes de callosité, mes yeux brûlèrent de fatigue, mais l'argent rentrait. Il n'a jamais su ce que c'était que de se coucher le ventre vide. Il n'est jamais allé à l'école sans ses fournitures complètes. Il n'a jamais dormi sans une couverture chaude en hiver. Le premier grand sacrifice est arrivé quand il avait 8 ans. L'école organisait une classe de découverte à Paris. Il rêvait d'y aller, mais l'argent manquait. J'ai annulé mon traitement ophtalmologique que le médecin avait prescrit, j'ai rassemblé chaque pièce et chaque billet froissé, et j'ai payé son voyage. Quand il est revenu avec ce sourire radieux, me racontant toutes les merveilles qu'il avait vues, cela valait chaque mal de tête que j'ai subi ensuite pour ne pas avoir changé mes lunettes. Le deuxième a été à son adolescence. Julien voulait intégrer un institut technique privé réputé. C'était sa chance d'avoir un métier meilleur que le mien, de devenir quelqu'un. J'ai vendu ma machine à coudre la plus récente, la seule professionnelle que je possédais, et je suis restée avec la vieille, qui se bloquait tout le temps. J'ai payé l'inscription, le matériel, absolument tout. Il a obtenu son diplôme. Il a trouvé un emploi. Il a commencé à grimper les échelons. Le 3e sacrifice a été le plus grand de tous. Quand Julien a été accepté dans une grande école de commerce, il fallait une fortune pour les frais annuels, les livres, le logement. Je n'avais pas cette somme. Mais ma mère m'avait laissé une vieille maison de campagne à sa mort. Elle était petite, modeste, mais c'était mon seul héritage, ma sécurité. Je l'ai vendue, sans hésiter une seconde. Chaque centime de cette vente est allé directement à l'université de Julien. 4 ans, j'ai tout couvert. Il a été diplômé, a décroché un poste de cadre, a commencé à très bien gagner sa vie. Pendant toutes ces années, nous étions très proches. Il m'appelait tous les jours. Il venait me rendre visite le dimanche. Il m'appelait « maman » avec une tendresse qui me remplissait le cœur. Il me promettait qu'un jour, il m'achèterait une maison, que j'arrêterais de travailler, que je méritais de me reposer comme une reine. Et je l'ai cru. Je l'ai cru de tout mon cœur. Quand il a rencontré Isabelle, j'étais sincèrement heureuse. C'était une femme élégante, toujours impeccable, très bien élevée quand il y avait du monde. Julien semblait éperdument amoureux. Ils sont sortis ensemble 2 ans et se sont mariés. J'ai aidé avec tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai brodé à la main les nappes, les serviettes en lin, j'ai donné de l'argent pour une partie de la réception. Au début, tout semblait normal, ou c'est ce que je voulais croire. Isabelle me saluait, souriait, m'invitait à déjeuner chez eux de temps en temps.
Mais je sentais une vibration étrange, un regard en coin quand je parlais trop, une certaine sécheresse dans sa voix quand je demandais des nouvelles de Julien. La première humiliation a été subtile, presque imperceptible. C'était un dimanche chez eux. J'avais apporté une tarte aux pommes maison que j'avais préparée la veille avec beaucoup d'amour. Je l'ai posée sur la table, fière. Isabelle l'a regardée, a forcé un sourire crispé et a dit « Ah, Élise, quel dommage. Nous avions déjà commandé des pâtisseries fines chez le traiteur. Mais merci, hein? Laisse-la là. On verra si quelqu'un en veut plus tard. » La tarte est restée au frigo. Une semaine plus tard, quand je suis revenue, elle était encore là, intacte. Isabelle l'a jetée à la poubelle sous mes yeux, disant qu'elle avait moisi. Julien n'a rien dit. Il a juste regardé ailleurs, évitant mon regard. Je suis sortie de là avec une boule au ventre. Ce n'était pas pour la tarte. C'était pour son silence. Ce silence complice. Mais j'ai pensé, c'est un jeune mariage, il s'ajuste. Ça passera. Ça n'a pas passé. 6 mois après le mariage, ils ont acheté un pavillon beaucoup plus grand. Julien m'a appelé, euphorique. Il m'a dit qu'il y avait 3 chambres, un jardin, un double garage, et que l'une des chambres était pour moi. « Maman, viens vivre avec nous. Tu n'as plus besoin de rester seule dans ce petit appartement. » J'ai pleuré de joie. J'ai emballé mes quelques affaires, j'ai rendu les clés de mon petit logement et j'ai emménagé. Pendant le premier mois, je gardais encore l'espoir que tout irait bien. Mais Isabelle a commencé à imposer ses règles. Je ne pouvais pas utiliser le salon après 20 heures parce qu'elle regardait ses séries. Je ne pouvais pas faire de lessive le week-end parce que la machine faisait du bruit et les dérangeait. Je ne pouvais pas cuisiner sans demander la permission avant, car elle avait un menu planifié. Ma chambre était au fond de la maison, près de la buanderie. Elle était petite, avec une fenêtre minuscule et une odeur d'humidité qui ne partait jamais. J'ai accepté. J'ai pensé, c'est leur maison. Je suis une invitée. Je dois m'adapter. Un jour, je suis rentrée du marché et j'ai trouvé la porte de ma chambre grande ouverte. Ma commode était sans dessus-dessous. Isabelle a dit qu'elle cherchait des draps. Je savais que c'était un mensonge. Rien n'avait disparu, mais mon intimité avait été violée. Quand Julien est rentré du travail, je lui en ai parlé. Il a soupiré, l'air fatigué. « Maman, n'exagère pas, s'il te plaît. » Isabelle était juste en train de ranger. C'était la première fois qu'il me parlait sur ce ton agacé. La deuxième humiliation a été pire, bien plus directe. Ils ont organisé une soirée pour l'anniversaire d'Isabelle. J'ai aidé à nettoyer tout le rez-de-chaussée, j'ai préparé des amuse-bouches, j'ai dressé la table. Je suis restée des heures debout dans la cuisine. Quand les invités ont commencé à arriver, des voitures de luxe se garant devant, Isabelle s'est approchée de moi et m'a chuchoté « Élise, je pense qu'il vaudrait mieux que tu restes dans ta chambre. Il y a des gens importants qui viennent et je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Mal à l'aise. Moi. » Elle m'a sorti du salon que j'avais moi-même nettoyé. Je suis restée enfermée dans cette chambre humide à écouter les rires, la musique, le tintement des verres. Personne n'a frappé à ma porte. Personne ne m'a appelé pour le gâteau. J'ai entendu les pas de Julien passer devant ma porte 2 fois. Il n'est pas entré. Le lendemain, j'ai retrouvé ma boîte à couture dans la poubelle. C'était un coffret en bois sculpté que mon défunt mari m'avait fabriqué il y a plus de 30 ans. Il avait des éraflures. Le vernis était vieux, mais c'était mon trésor. Isabelle a dit qu'il était trop vieillot, qu'il jurait avec la décoration épurée de la maison. Je l'ai sorti de la poubelle. Je l'ai nettoyé avec mes larmes. Je l'ai rangé sous le lit et j'ai commencé à garder d'autres choses aussi. Des reçus, des justificatifs, de vieux papiers jaunis qui prouvaient tout ce que j'avais fait pour eux. La 3e humiliation a impliqué mes petits-enfants. Julien et Isabelle ont eu 2 enfants. Léo, 7 ans, et Emma, 4 ans. J'adorais ces petits. Quand ils étaient mon bébé, je m'en occupais, je changeais les couches, je les berçais la nuit pendant qu'Isabelle se reposait. Mais à mesure qu'ils grandissaient, Isabelle a commencé à ériger un mur entre eux et moi. Un jour, Léo est venu en courant m'embrasser. Isabelle l'a tiré par le bras et a dit « Mon chéri, laisse mamie tranquille, elle est fatiguée, ne l'embête pas. » Il m'a regardé, confus. Je lui ai souri pour le rassurer, mais mon cœur s'est brisé. Ensuite, c'était pire. Emma m'a appelée pour jouer à la poupée. Je me suis assise par terre avec elle, heureuse. Isabelle est entrée dans le salon et a dit sèchement « Emma, viens ici, on va jouer dans ta chambre, tu as tes jouets là-bas. » La petite a obéi. Isabelle a fermé la porte. Ils ont arrêté de me chercher. Quand j'entrais dans le salon,
ils partaient. Quand je leur proposais un biscuit, ils disaient qu'ils n'en voulaient pas. Isabelle avait planté quelque chose dans leur petite tête. Je le voyais dans leurs yeux innocents. Ce n'était pas un rejet naturel. C'était appris. C'était du poison. Julien voyait tout. Et il ne faisait absolument rien. Un soir, j'ai essayé de lui parler, de mère à fils. « Mon fils, je sens qu'Isabelle ne veut plus de moi ici. Je me sens comme un fardeau. » Il a soufflé, impatient. « Maman, tu vas encore commencer avec tes drames. Tu exagères encore. Isabelle prend soin de toi. Elle te donne un toit, à manger. Arrête d'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Inventer. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis restée à fixer le plafond sombre, sentant ma poitrine se serrer. Ce n'était pas juste de la distance. C'était du vide. On m'enlevait ma place dans le monde. On me transformait en poids, en problème. Mais j'avais déjà commencé à me protéger. Chaque papier, chaque relevé bancaire, chaque avis de virement que je conservais encore, je l'ai mis dans une vieille chemise cartonnée. Je l'ai caché au fond de l'armoire, derrière des manteaux. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais une voix en moi me disait « Garde-le, tu en auras besoin ». C'est un mardi que Julien m'a appelé pour parler sérieusement. Il semblait nerveux, se frottait les mains. Isabelle était à ses côtés, avec cet air sérieux qu'elle prenait quand elle voulait feindre l'inquiétude. « Maman, on a besoin que tu nous aides. » Mon cœur s'est serré. De l'aide. Après tout ça, ils avaient encore le culot de demander de l'aide. Il m'a expliqué la situation. Il a dit qu'il avait une opportunité d'investissement unique. Un de ses associés allait ouvrir une entreprise et avait besoin de capital. C'était l'occasion de multiplier l'argent, d'assurer l'avenir des enfants. Mais la banque n'avait pas approuvé le crédit à temps à cause de la bureaucratie. « J'ai besoin de 50 000 euros, maman. » 50 000. Je n'avais même pas autant de liquidités. J'avais une réserve modeste qui me restait de la vente de la maison de ma mère, environ 28 000 que je gardais pour une urgence médicale ou mes vieux jours. Et j'avais une somme qu'une cliente de la haute société me devait pour un énorme travail de couture, environ 22 000 qu'elle allait me payer en plusieurs fois. « Maman, c'est un prêt. Je te rembourse dans 6 mois, avec intérêt. On peut faire une reconnaissance de dette, tout ce que tu veux pour être tranquille. » Isabelle est intervenue d'une voix douce. « Élise, on ne te demande jamais rien. Tu vis ici, tu ne paies pas de loyer, pas de charges. C'est l'occasion pour nous tous de grandir. Et tu vas y gagner aussi. » Tout mon corps hurlait. Non. C'était cette intuition de mère, cette sensation qui vient des entrailles, qui te prévient qu'il y a quelque chose de pourri. Je le sentais dans l'estomac, dans la nuque, dans la poitrine. Mais Julien était mon fils, mon sang. Il me regardait avec ses yeux, les mêmes que quand il était enfant et qu'il me demandait un jouet. Et je lui ai toujours tout donné. Toujours. J'ai besoin d'y réfléchir. Isabelle a croisé les bras, perdant sa douceur. Y réfléchir? Élise, l'opportunité c'est maintenant ou jamais. Si tu ne fais même pas confiance à ton propre fils. Julien a posé sa main sur mon épaule. Maman, fais-moi confiance. Quand est-ce que je t'ai déçu? Mensonge. Il m'avait déjà déçu tant de fois. Mais je me suis tue. 3 jours plus tard, j'ai signé le contrat. Mais avant, j'ai été prudente. J'ai fait des copies. 3 copies. J'en ai gardé une sur moi. J'en ai laissé une à Madame Martin, ma voisine de confiance de toujours. Et j'ai caché l'autre dans la Bible sur ma table de chevet. J'ai viré les 28 000 de mes économies. Et j'ai réuni les 22 000 autres en encaissant l'argent de la cliente et en prenant un petit crédit à la consommation à mon nom. Julien a signé le reçu. Il a promis 6 mois. Il a dit qu'il paierait avec un intérêt de 5%. J'ai tout gardé religieusement. Les 3 premiers mois, il n'a même pas abordé le sujet. Quand je demandais timidement, il disait « Du calme, maman, on est encore dans les délais ». Isabelle levait les yeux au ciel chaque fois que j'ouvrais la bouche. Au 4e mois, ils sont apparus avec une nouvelle voiture. Un modèle allemand, flambant neuf. Argenté, sièges en cuir, toit ouvrant. Je l'ai vu par la fenêtre quand ils se sont garés. Isabelle est descendue, toute excitée, prenant des selfies. Julien souriait comme un roi. J'ai attendu qu'il rentre. Je suis allée dans le salon, tremblante à l'intérieur. « Julien, où est l'argent que tu m'as emprunté ?» Il s'est arrêté net. Il m'a regardé avec irritation, comme si j'étais une mouche. « Quel argent ?»« Les 50 000 euros. Ça fait 4 mois. » Isabelle s'est mêlée de la conversation. « Élise, l'affaire rapporte encore. On va te payer, détends-toi un peu. Je veux savoir quand. » Julien a haussé le ton. « Maman, je te paierai quand je pourrai.
Tu vis ici gratuitement, tu ne dépenses rien, et tu viens encore me réclamer des comptes ?» J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. « Julien, tu as signé un contrat. 6 mois. C'est passé plus de la moitié, et tu t'es acheté une voiture de luxe. » Il a lâché un rire sec, sans humour. « La voiture, je l'ai achetée avec mon argent, celui que je gagne en travaillant du matin au soir. Tu crois que je vais rouler en bus toute ma vie pour te faire plaisir? Je ne te demande pas de me faire plaisir. Je te demande ce qui est à moi. » Isabelle a fait un pas vers moi, intimidante. « Élise, tu es sa mère. Une mère aide son fils sans venir lui réclamer l'argent comme un usurier. » Ma poitrine se soulevait rapidement. J'ai regardé Julien. J'ai cherché sur son visage le petit garçon que j'avais élevé avec tant d'amour. Je ne l'ai trouvé nulle part. « Tu vas me payer, Julien. Parce que j'ai un contrat. J'ai le reçu. Et j'ai des témoins. » Il a avancé vers moi, défiant. « Des témoins? Tu crois que quelqu'un va te croire, toi? Tu es une vieille couturière qui vit par charité chez son fils. » Charité. Ce mot a résonné dans ma tête comme un écho douloureux. Je suis sortie du salon sans rien ajouter. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai respiré à fond pour ne pas m'effondrer. Ce n'était pas seulement pour l'argent. C'était le mépris absolu. C'était la façon dont il me regardait, comme si je ne valais rien, comme si tout ce que j'avais sacrifié pour lui ne méritait pas une once de respect. Le coup public viendrait plus tard. Mais à ce moment-là, je le savais déjà. Je n'étais plus une mère pour lui. J'étais une gêne. 2 semaines plus tard, le délai de 6 mois a expiré. Je me suis réveillée, j'ai pris le contrat original et je suis allée jusqu'à leur porte. J'étais sortie tôt. J'ai sonné. Isabelle a ouvert, les bras croisés et un visage fermé. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, Élise ? » « Je veux parler à Julien. Il est occupé. Je l'attends ici. » Elle a soufflé, a laissé la porte entr'ouverte et est allée l'appeler à contre-cœur. Julien est apparu en short et t-shirt avec une tête de sommeil et un agacement évident. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Je lui ai montré le contrat devant son visage. Aujourd'hui, le délai expire. 6 mois, 50 000 €. Il a regardé le papier et a ri. Un rire bref, plein de moquerie. « Maman, je n'ai pas cet argent maintenant. Mais tu avais de quoi t'acheter la voiture. La voiture est une nécessité. Je travaille loin. Julien, tu as signé ça. » Il a fait un pas dehors, me poussant vers le trottoir. Sa voix a commencé à monter. « Je te paierai quand je pourrai. Tu ne me donnes pas d'ordre. » Madame Martin balayait son trottoir juste à côté. 2 voisins lavèrent leur voiture. La dame de la maison d'en face étendait son linge. Tout le monde s'est arrêté. « Julien, je ne te donne pas d'ordre. Je réclame ce qui m'appartient de droit. » Isabelle est apparue derrière lui, avec ce petit sourire venimeux. Elle savait que ça allait exploser. Julien m'a pointé du doigt, droit au visage. « Tu sais ce que tu es, maman? Tu es un boulet, une vieille aigrie qui ne sait pas vivre sa propre vie et qui passe son temps collée aux autres. » Mon corps tout entier s'est tendu. Il a continué, en criant plus fort, pour que tout le quartier entende. « Espèce de vieille folle, disparais de ma vie et arrête de me faire honte. Je t'ai donné un toit, à manger, un endroit où dormir. Et tu viens encore ici me réclamer de l'argent comme si je te devais quelque chose? C'est toi qui me dois tout. Tout ce que je suis aujourd'hui, je l'ai obtenu tout seul. » Le silence dans la rue a été brutal. Personne n'a bougé. Madame Martin a lâché son balai, qui est tombé au sol avec un bruit sec. Le livreur à scooter est descendu sur la chaussée et est resté à fixer la scène. La dame au linge est restée avec une chemise à la main, paralysée. Isabelle s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, sans dissimuler sa satisfaction de me voir ainsi. J'ai serré mon vieux carnet contre ma poitrine. Mon carnet de notes, où j'avais écrit chaque dépense, chaque sacrifice, chaque promesse brisée qu'il avait faite. Je n'ai pas pu articuler un mot. Ma gorge s'est nouée. Ma poitrine me brûlait comme s'il y avait des braises à l'intérieur. Je l'ai juste regardé, lui, mon fils, l'homme que j'avais façonné, et je n'ai absolument rien reconnu. Julien est rentré et a claqué la porte à mon nez. Je suis restée là, seule sur le trottoir, avec tous les regards plantés sur moi, avec le soleil qui me brûlait la nuque, avec le murmure de la rue qui revenait peu à peu, avec la honte qui me montait au corps comme une fièvre. Madame Martin s'est approchée doucement. « Élise !» J'ai levé la main pour l'arrêter. « Ça va, ça n'allait pas. » J'ai fait demi-tour et je suis partie. J'ai marché jusqu'au coin de la rue. Je me suis assise à l'arrêt de bus, et c'est seulement là,
quand personne ne pouvait me voir, que les larmes ont jailli sans contrôle. J'ai passé 2 nuits allongée dans le noir, sans avaler une bouchée, sans pouvoir dormir, juste à repasser la scène encore et encore dans ma tête. Sa voix, le rire d'Isabelle, le silence des voisins. 2 jours anéantis. Le 3e, je me suis relevée. Le 1er jour, je n'ai pas eu la force de sortir du lit. J'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis couchée sur le côté, fixant le mur écaillé. Je ne pleurais plus. J'étais juste là, vide, avec la scène qui se répétait en boucle. Sa voix, le doigt accusateur, le mot « vieille » sortant de la bouche de mon propre fils. Isabelle a frappé à la porte une fois. « Élise, tu viens déjeuner ?» Je n'ai pas répondu. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Léo a essayé d'entrer, mais j'ai entendu Isabelle le tirer. « Laisse mamie, elle est de mauvaise humeur. » Mauvaise humeur. Comme si c'était un caprice. Comme si c'était une bêtise de ma part. Le 2e jour, je me suis levée juste pour boire de l'eau. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Mon visage était bouffi, mes yeux enfoncés dans des orbites sombres. On aurait dit que j'avais pris 10 ans en 2 jours. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai pris le carnet de notes. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, toute mon histoire était consignée. Chaque chose que j'avais faite pour Julien depuis sa naissance. Dates exactes, montant, décision. 15 mars 1990. Payer sa classe de découverte, annuler ma consultation. 22 août 1998. Vendu la bonne machine à coudre, payé l'institut technique. 10 janvier 2005. Vendu la maison de maman. Tout pour son école de commerce. Page après page. La preuve physique d'une vie entière dédiée à lui. Et à la fin, la dernière note. Prêt, 50 000 €. Délai, 6 mois, signé le 14 avril. J'ai fermé le carnet. J'ai respiré profondément. Les souvenirs m'ont envahi. Julien petit, pleurant parce qu'il s'était écorché le genou, et moi le soignant, lui disant que tout irait bien. Julien adolescent, m'embrassant quand il a eu son bac, me disant « Maman, j'ai réussi grâce à toi ». Julien adulte, le jour de sa remise de diplôme, m'appelant sur l'estrade, me remerciant devant tout l'amphithéâtre. À quel moment je l'ai perdu? Je me suis levée. Je suis allée jusqu'à l'armoire. J'ai ouvert le tiroir du bas où je gardais l'important. J'ai commencé à sortir papier après papier, reçu de virements bancaires, tout ce que je lui avais envoyé au fil des années, justificatif de paiement des frais de scolarité, bordereau de dépôt de l'argent que je lui ai donné pour qu'il loue son premier appartement de célibataire, l'acte de vente de la maison de ma mère avec une note au dos, produit de la vente destinée à l'éducation de Julien. De vieilles photos, Julien enfant m'enlaçant le cou, Julien adolescent, son diplôme à la main, moi à ses côtés souriant. Julien adulte, le jour de sa remise de diplôme, m'embrassant sur la joue. J'ai pris une vieille boîte à chaussures. J'ai commencé à tout organiser méticuleusement. J'ai tout séparé par ordre chronologique, les reçus les plus anciens au fond, les plus récents au-dessus. Au milieu de la pile, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Une lettre, écrite à la main par Julien quand il avait 18 ans. Il me l'avait donnée pour la fête des mères. Je l'ai ouverte avec précaution. Son écriture, encore un peu maladroite. « Maman, je sais que tu as tout sacrifié pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Quand je serai grand et que j'aurai réussi, je prendrai soin de toi. Tu ne manqueras jamais de rien. Je te le promets. » Promesse brisée. J'ai rangé la lettre dans la boîte. J'ai pris le contrat de prêt. Les 3 copies. Le reçu du virement. Sa signature claire. Tout daté. J'ai attrapé une vieille calculatrice. Je me suis assise sur le lit. J'ai commencé à additionner. École de commerce. 4 ans, frais, livres, transport. Total, une somme considérable. Apport pour l'appartement où il vivait avant de se marier. C'est moi qui l'ai donné. Meubles de son premier appartement. C'est moi qui les ai achetés. Le mariage, j'ai aidé pour la moitié des frais. Le prêt actuel, 50 000. La somme totale était astronomique. Presque tout ce que j'avais généré dans ma vie, je l'avais investi en lui. Dans sa vie. Dans son avenir. Et il m'a traité de vieille folle. Devant tout le monde. Comme si je ne valais pas un centime. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. Mais l'argent prouvait une chose irréfutable. Je n'étais pas un fardeau. J'étais les fondations. Et il l'avait oublié. J'ai fermé la boîte. J'ai tout mis dedans. Je l'ai scellé avec du ruban adhésif. J'ai pris un marqueur noir. J'ai écrit sur le couvercle un seul mot. Preuve. Je me suis assise sur le bord du lit.
tenant la boîte sur mes genoux. Et pour la première fois en 2 jours, le vide a disparu. J'ai ressenti de la colère. Une colère propre, une colère juste. Julien allait me payer. Pas parce que j'avais désespérément besoin d'argent, mais parce qu'il me le devait, parce que je le méritais. J'ai pris une décision. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus pleurer dans les coins. Je n'allais plus accepter d'être traité comme un déchet. J'allais agir. Le lendemain, j'avais déjà un allié. Le jeudi matin, j'ai pris ma boîte de preuves et je suis sortie de la maison sans prévenir personne. Je suis allée jusqu'au centre-ville, dans une rue que je connaissais depuis mon enfance. Il y avait un petit cabinet là-bas, avec une plaque discrète en laiton sur la porte. Maître Pierre Lefebvre, avocat. Pierre avait été un camarade d'école de mon défunt mari. Quand il est mort, Pierre est venu aux funérailles, m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Élise, quoi que ce soit dont tu aies besoin, viens me voir. » Je n'avais jamais eu besoin de rien. Jusqu'à maintenant. J'ai poussé la porte vitrée. Une jeune secrétaire m'a accueillie. « Bonjour, madame, à rendez-vous ?»« Non, mais c'est urgent. » Elle a hésité, mais à ce moment-là, Pierre est sorti d'un bureau latéral. Il avait les cheveux complètement blancs maintenant, portait des lunettes épaisses, mais son visage bienveillant était le même. Il m'a reconnu instantanément. « Élise ?»« Bonjour, Pierre. » Il a congédié la secrétaire d'un geste et m'a conduite dans son bureau personnel. Il a fermé la porte derrière nous. Il m'a avancé un fauteuil confortable. « Assieds-toi, je t'en prie. » Que s'est-il passé? J'ai posé la boîte sur son bureau en bois massif. J'ai respiré à fond. « Mon fils me doit 50 000 € et il m'a humilié devant toute la rue. » Pierre a froncé les sourcils, inquiet. « Raconte-moi tout. » Je lui ai tout raconté, depuis le début. Depuis le veuvage, les sacrifices, l'école, la vente de la maison de ma mère. Je lui ai parlé d'Isabelle, des petites humiliations quotidiennes, du prêt. Et je lui ai décrit en détail la scène sur le trottoir. Pierre ne m'a pas interrompu une seule fois. Il écoutait seulement, avec ce visage sérieux de celui qui traite chaque donnée juridiquement. Quand j'ai terminé, il a ouvert la boîte. Il a pris le contrat. Il l'a lu à la loupe. Ensuite, il a examiné les reçus, les justificatifs, les photos, la vieille lettre de Julien. Il a passé presque une demi-heure dans un silence absolu, organisant les documents, prenant des notes sur un bloc. Finalement, il a levé les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. « Élise, tu as un dossier solide. Très solide. » J'ai senti un léger soulagement dans la poitrine. « Mais ce n'est pas seulement pour le prêt, n'est-ce pas? Tu veux justice? Je veux le respect. » Il a hoché la tête. « Alors nous allons aller au-delà de la dette. » Pierre a commencé à séparer les documents en piles. Il parlait lentement, expliquant chaque étape. Ce contrat est parfaitement valide. Il y a signature, date, montant, échéance. Julien est légalement endetté. Je peux lancer une procédure de recouvrement aujourd'hui, même si tu veux. Et les autres dépenses, les choses que j'ai payées avant, ça, c'est plus compliqué. Légalement, tu ne peux pas réclamer rétroactivement des dépenses qui étaient des cadeaux ou de l'aide spontanée à l'époque. Mais il s'est arrêté, réfléchissant à une stratégie. Nous pouvons utiliser ça comme preuve morale, pour démontrer qui tu es et qui il est devenu. Il a noté quelque chose de plus. Puis il s'est arrêté et m'a fixé. « Élise, je dois te demander quelque chose de délicat. Sais-tu si Julien a d'autres dettes ou s'il y a quelque chose de louche dans ses finances ?» J'ai réfléchi. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'une voiture de luxe neuve n'est pas donnée. S'il t'a dit qu'il n'avait pas 50 000 pour te payer, mais qu'il a acheté un véhicule qui en coûte le double ou le triple, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il a pris son téléphone de bureau. Il a appelé quelqu'un. Il a parlé à voix basse, très professionnel. Il a raccroché. J'ai un contact qui travaille dans l'analyse financière. Je vais lui demander de jeter un œil discret. 2 heures plus tard, le téléphone a sonné. Pierre a répondu. Il a écouté attentivement. Il a remercié et raccroché. Il m'a regardé avec une expression grave. « Élise, Julien est fiché à la Banque de France. Il a 3 cartes de crédit au plafond. Il a financé la voiture sur 72 mois avec un taux énorme. Et il a un chèque rejeté pour provision insuffisante. » J'ai senti mon estomac se retourner. Il est noyé sous les dettes. Et Isabelle ne le sait pas, ou elle feint de ne pas le savoir. Donc il m'a trompé. Complètement. Cette histoire d'investissement avec un associé? Pur mensonge. Il a utilisé ton argent pour boucher des trous urgents. J'ai senti la colère me monter à la gorge. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était de l'escroquerie, de la froideur, du calcul. Pierre a continué.
Et il y a plus. Isabelle a aussi un SUV à son nom, financé par son père. Ils vivent d'apparence, Élise. Et tu es devenue leur banque personnelle. J'ai respiré à fond pour ne pas crier. Qu'est-ce qu'on fait? Pierre a rassemblé les papiers. Il a pris une feuille blanche. Il a commencé à tracer un plan de bataille. Nous allons agir sur 3 fronts. Juridique, social et émotionnel. Explique-moi. Front juridique. Je dépose la requête en injonction de payer. Je réclame la valeur intégrale, plus les intérêts moratoires et les frais. Je demande une saisie conservatoire si nécessaire. C'est une procédure rapide, environ 30 jours. Je l'ai enregistrée dans mon esprit. Front social. Nous exposons la vérité. Pas avec des scandales, mais avec classe. Les témoins qui ont vu l'humiliation publique peuvent faire une attestation en ta faveur. Cela démontre son argument selon lequel tu es juste une mère pénible. Et l'émotionnel? Pierre m'a regardé avec fermeté. Tu vas le confronter, personnellement, avec les preuves sur la table, devant Isabelle, sans cris, sans larmes. Juste montrer ce qu'il a fait et lui dire que c'est fini. J'ai senti un frisson dans le dos, mais ce n'était pas de la peur, c'était de la détermination. Quand? La semaine prochaine. Je t'accompagne. On les convoque dans une salle neutre. On leur dit que c'est une réunion de conciliation. Il va penser que tu viens supplier. Mais toi, tu vas arriver avec les preuves, avec moi à tes côtés, et avec une proposition. Soit il paie, soit la justice agit avec tout son poids. Je suis restée silencieuse. Je traitais l'information. Élise, tu es prête pour ça? J'ai regardé la boîte de preuves, les photos, les reçus jaunis, la vieille lettre de Julien promettant de prendre soin de moi. Je suis prête. Pierre a souri. Un sourire triste mais plein de respect. Alors commençons. Je suis sortie du cabinet avec la boîte sous le bras et un papier à la main. La date et l'heure de la réunion. 7 jours. Le jour est arrivé. La veille de la réunion, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Je me suis assise au bord du lit et je suis restée un moment en silence, sentant le froid du sol sous mes pieds nus. Je ne ressentais plus de tristesse. C'était un calme étrange, dur comme de la pierre, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai sorti la boîte de dessous le lit et je l'ai posée sur le matelas. Je l'ai ouverte doucement. J'ai commencé à tout organiser à nouveau, mais cette fois avec un autre état d'esprit. J'ai séparé en piles, école, maison, mariage, prêt. Sur chaque pile, j'ai placé le document le plus percutant au-dessus. Sur celle du prêt, j'ai laissé le contrat avec sa signature bien visible. J'ai pris mon vieux carnet et je l'ai ouvert à la page où j'avais tout additionné. Un chiffre énorme. J'ai passé le doigt sur les chiffres, pas pour lui jeter à la figure, mais pour me rappeler à moi-même une chose. Je n'étais pas un fardeau. J'étais la fondation de tout. J'ai pris des pochettes transparentes que Pierre m'avait fournies. J'ai glissé chaque groupe de papier dans l'une d'elles. J'ai écrit dessus au marqueur indélébile « Études, maison, mariage, prêt ». Quand j'ai terminé, la boîte n'était plus un coffre à souvenirs. C'était un dossier judiciaire. Ensuite, je suis allée à l'armoire. J'ai regardé mes vêtements. Je ne voulais rien qui me fasse passer pour une petite vieille sans défense, ni rien qui donne l'impression que j'essayais d'en faire trop. J'ai choisi un pantalon sombre classique, un chemisier simple sans motif et une veste légère. Une tenue de femme qui se respecte, pas de quelqu'un qui supplie. Devant le miroir, j'ai tiré mes cheveux en arrière. Je voulais voir mon visage en entier. Les rides, les taches, tout. Pas pour me lamenter. Pour me rappeler que chaque ligne ici avait une histoire de lutte. Je suis restée un moment à me regarder dans les yeux. Puis j'ai parlé à voix haute, en répétant « Julien, je ne suis pas venu ici te demander une faveur. Je suis venu encaisser ce qui m'appartient. » La phrase est sortie ferme à la 2e tentative. Je ne suis pas un fardeau. Je t'ai porté toute ta vie. Maintenant, je vais me porter toute seule. J'ai répété quelques phrases, simples, directes, sans discours fleuri. Juste la vérité pure. Pierre avait été clair. « Élise, tu n'as pas besoin de crier. Celui qui a raison et l'épreuve n'a pas besoin de faire du théâtre. » Alors j'ai aussi entraîné mon silence. J'ai entraîné mon esprit à entendre dans ma tête comment il m'appelait vieille, et malgré tout, à ne pas répondre à l'insulte. Juste répondre avec des papiers. Avant de tout ranger, je me suis assise et j'ai écrit un mot. Un petit papier, arraché d'un carnet, avec mon écriture ferme. Ce n'était pas pour la réunion, c'était pour après. Je ne savais pas encore comment j'allais l'utiliser, mais je savais qu'il devait être prêt. Je l'ai plié en 4. Je l'ai rangé dans la poche intérieure de ma veste.
Le jour de la réunion, je me suis levée encore plus tôt. J'ai préparé du café noir. J'ai mangé un morceau de pain sec, juste pour ne pas sortir l'estomac vide et avoir des vertiges. J'ai pris la boîte, je l'ai serrée contre ma poitrine et je suis sortie de ma chambre. La maison était dans un silence absolu. Isabelle dormait sûrement encore. Les enfants aussi. J'ai traversé le couloir en marchant sur la pointe des pieds. Quand je suis arrivée près de la cuisine, j'ai entendu la voix de Julien. Je me suis arrêtée derrière le mur. Je ne sais pas pourquoi je dois aller à cette réunion stupide. Ma mère adore le drame, disait-il. Isabelle a répondu avec ce ton de dédain habituel. Vas-y vite, règle ça. Elle n'a pas le courage de faire quoi que ce soit de réel. Elle va pleurer un peu, tu lui dis 2 ou 3 gentillesses et elle va s'adoucir. Ça a toujours été comme ça. Mon cœur a battu fort. Pas de peur, de confirmation. Il comptait sur ma faiblesse, sur mon amour inconditionnel, sur mon habitude de tout pardonner. Cette fois, l'histoire allait être différente. Je suis sortie sans rien dire. J'ai fermé le portail avec un soin infini. J'ai pris le bus pour le centre-ville. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville défiler. Chaque arrêt, chaque coin de rue me rappelait un morceau de ma vie. Le quartier où j'ai vécu avec le père de Julien. La rue où j'ai vendu la maison de ma mère. La boutique où j'ai acheté son costume de remise de diplôme. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré à fond. Je suis arrivée 1 demi-heure en avance à l'immeuble de bureau. Maître Lefebvre était déjà là, m'attendant à la réception. Il m'a scanné de haut en bas et a hoché la tête avec approbation. « Tu as l'air solide, Élise », a-t-il dit. « Je suis fatiguée, Pierre, fatiguée d'être le sol que les autres piétinent. » Nous sommes montés par l'ascenseur jusqu'à l'étage de la salle de réunion. À chaque étage que nous montions, ma poitrine se serrait un peu plus, mais mes pieds n'ont pas reculé. À la porte de la salle, je me suis arrêtée. J'ai serré la boîte plus fort. J'ai senti le papier du mot dans ma poche, frôlant mon corps. Il était petit, mais semblait peser des tonnes. Pierre a posé sa main doucement sur mon épaule. « Rappelle-toi, tu ne demandes rien qui ne soit pas à toi. Tu poses une limite nécessaire. » J'ai hoché la tête. L'hôtesse d'accueil a prévenu que Julien venait d'arriver. J'ai entendu le bruit de l'ascenseur s'ouvrir dans le couloir. Sa voix, riant de quelque chose avec Isabelle. Le claquement de ses talons frappant le sol en marbre. Ils se sont approchés. Quand ils m'ont vu debout à la porte de la salle, leur rire s'est coupé net. Je me suis tournée de face. J'ai lissé ma veste. J'ai tenu la boîte à 2 mains. Et je suis entrée. La salle était sobre. Une longue table en bois au centre, des chaises en cuir, une haute baie vitrée laissant entrer la lumière crue du matin. Je me suis assise d'un côté, avec la boîte de preuves sur la table devant moi. Pierre est resté à mes côtés, silencieux, organisant ses dossiers. De l'autre côté, 2 chaises vides attendaient. La porte s'est ouverte. Julien est entré le premier, en chemise de marque et cette montre chère au poignet. Isabelle suivait derrière, son portable à la main et un visage d'ennui total. Quand ils m'ont vu, Julien a lâché un sourire rapide, de ceux de quelqu'un qui croit avoir le contrôle de la situation. « Maman, c'est quoi tout ça ? Il n'y avait pas besoin de tout ce protocole. » Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai juste fixé. Isabelle a tiré la chaise et s'est assise, croisant les jambes. Julien s'est assis à côté d'elle. Pierre s'est présenté, ferme mais poli. « Bonjour Julien. »« Bonjour Madame Isabelle. Je suis maître Pierre Lefebvre, l'avocat de Madame Élise. » Julien a haussé un sourcil incrédule. « Avocat ? Pourquoi faire, maman ? Tu as vraiment besoin d'arriver à cette extrémité ?» Isabelle a soupiré bruyamment. « Je t'avais dit qu'elle allait faire un drame. » J'ai senti le mot dans ma poche, mais ce n'était pas encore son moment. J'ai appuyé mes mains sur le couvercle de la boîte. « Je vous ai convoqué ici pour une conversation claire, sans cris, sans claquement de porte, sans voisins qui écoutent. Juste la vérité et les preuves. » J'ai ouvert la boîte doucement. Le bruit du carton a semblé résonner dans toute la salle. J'ai sorti la première enveloppe. « Nous allons commencer par les études », ai-je dit, plaçant l'enveloppe avec le mot « études » au centre de la table. Pierre a extrait les papiers, les déployant devant eux. Voici tous les justificatifs de paiement des frais de scolarité, inscription, matériel, transport, du premier semestre jusqu'au dernier. Tout payé par sa mère, Julien. En valeur actuelle, cela représente une fortune. Julien n'a même pas regardé les papiers. Il a levé les yeux au ciel. « Maman, c'était il y a 30 ans. Tu vas me le reprocher maintenant ?» J'ai respiré profondément. « Je ne te le reproche pas.
Je te rafraîchis la mémoire, parce qu'il semble que tu aies oublié qui a payé le début de ta vie. J'ai pris la deuxième enveloppe. Maison. Pierre l'a ouverte. L'apport de ton premier appartement. Virement direct du compte de Madame Élise vers le tien, Julien. Ta signature sur le reçu. Cette fois, il a regardé le papier du coin de l'œil. Il est resté silencieux une seconde. Puis, il a essayé de rire. « Ah, maman, c'était un prêt informel. Je t'ai aidé après aussi. » J'ai gardé une voix calme. « Quand ?» Il a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Isabelle a ajusté sa jupe, mal à l'aise. Troisième enveloppe. Mariage. Des milliers d'euros en dépôt faits par Madame Élise dans les mois précédant le mariage, a expliqué Pierre. Plus des factures d'achat de meubles, d'électroménager, tout à son nom, livré à votre domicile conjugal. Isabelle a croisé les bras, défensive. Elle a voulu aider. Personne ne l'a obligée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je ne dis pas qu'on m'a obligée. Je démontre que je n'ai jamais été un fardeau. Je n'ai jamais été un boulet. Je n'ai jamais vécu au crochet de personne. Silence absolu. J'ai pris la dernière enveloppe. Prêt. Je l'ai mise au centre de la table, avec un calme glacial. Pierre a sorti le contrat, le reçu du virement, le relevé bancaire. Il les a alignés parfaitement. Voici le contrat de prêt de 50 000 € signé par vous, Julien, il y a 6 mois, a-t-il dit. Délai de remboursement, 180 jours, intérêt convenu de 5%. Voici la preuve du virement fait par Madame Élise sur votre compte. Et ici, le calcul actuel de la dette, avec intérêt moratoire. Il a tourné le papier vers Julien. Total dû aujourd'hui, 63 480 €. Julien a poussé le papier du bout des doigts. Je t'ai déjà dit que je te paierai quand je pourrai. Tu n'avais pas besoin de tout ça. Tu m'exposes devant un étranger, maman. J'ai redressé le dos. Tu m'as exposé devant tout le quartier. Tu m'as traité de vieille, de fardeau, de honte, devant les voisins, sans te souvenir de rien de ce qui est ici. Il a voulu parler, mais j'ai continué. Ce n'est pas seulement de l'argent, Julien, c'est de la mémoire, c'est du caractère. Pierre a respiré à fond et est entré dans la partie qu'il avait gardée en réserve. Il y a autre chose, Julien, a-t-il dit, sortant un autre document de sa serviette. Avant d'entamer une action en justice, j'ai l'habitude d'analyser la solvabilité de la partie adverse. Et dans ce processus, j'ai trouvé des informations intéressantes. Julien s'est mis sur la défensive. Quelles informations? Ton nom est fiché à la Banque de France. Carte de crédit plafonnée. Un chèque sans provision. Le financement de la voiture sur 72 mois, bien au-dessus de ta capacité de remboursement déclarée. Isabelle a tourné le visage vers lui, foudroyante. Quelle voiture est-ce? Il a pâli. C'est la nôtre, Isabelle. Je t'ai dit que tout était réglé. Tu m'as dit que tu avais payé une grande partie comptant, a-t-elle répliqué, avec du venin dans la voix. Pierre a continué, implacable. Et, de plus, l'argent que ta mère t'a prêté est arrivé sur ton compte et, le jour même, a été utilisé pour liquider de vieilles dettes de jeux et de cartes. Il n'y a eu aucun investissement, ni entreprise, ni associé. Un silence lourd est tombé sur la salle. Isabelle s'est appuyée contre le dossier, comme si elle avait reçu une gifle. « Julien, tu as utilisé l'argent de ta mère pour payer tes désastres et tu m'as menti ?» Il a bégayé. « Isabelle, j'allais régler ça, j'avais juste besoin de temps. »« Du temps pour l'humilier sur le pas de la porte ?» l'a-t-elle coupé. « Tu as hurlé sur la femme qui t'a tout donné et en plus tu m'as menti à moi ?» Le masque de perfection du couple idéal a commencé à se fissurer là, sous mes yeux. J'observais seulement. Pierre a reporté son regard sur moi, puis sur eux. Madame Élise a tout à fait le droit de recouvrer judiciairement cette somme. Et, avec ces preuves et les témoins de l'humiliation publique, votre image sociale pourrait aussi en être très affectée. Julien a haussé la voix, désespéré. « C'est une menace ? » ?»« Non, » a répondu Pierre, tranquille. « C'est de l'information. » Julien s'est passé la main dans les cheveux, en sueur froide. Il s'est levé de sa chaise, a commencé à marcher dans la salle comme un lion en cage. « Maman, pourquoi tu me fais ça ?» a-t-il dit, finalement. « Je suis ton fils. Tu vas me traîner au tribunal? Tu vas salir mon nom ?» Je l'ai suivi du regard. Sa voix a tremblé pour la première fois. « Celui qui a sali ton nom, c'est toi-même, Julien, » ai-je dit avec fermeté. « Quand tu as signé ce papier sans intention de l'honorer, quand tu as pris mon argent et que tu as menti, quand tu m'as traité de vieille et que tu m'as ordonné de disparaître de ta vie. » Il s'est arrêté. Il m'a regardé. J'étais nerveux ce jour-là.
Moi aussi je suis nerveuse. Mais je ne t'humilie pas dans la rue. Je t'apporte des papiers. Il s'est rassis, vaincu. Son visage semblait plus petit. Les épaules tombantes. Maman, je n'ai pas de quoi te payer tout ça maintenant. Je le sais, ai-je répondu. C'est pour ça que j'ai amené mon avocat. Il va t'expliquer comment tu vas faire. Pierre a glissé une autre feuille. Voici une proposition d'accord. Tu reconnais la dette totale actualisée par écrit. Nous l'enregistrons. Tu paieras par mensualité fixe, prélevée sur ton salaire, dans la limite légale. Si tu as plus de 2 retards, nous exécutons la saisie. Simple. Julien a lu le papier. Ses mains tremblaient. Isabelle continuait de le fixer avec de la glace dans les yeux. C'est absurde, a-t-il murmuré. Absurde, ai-je dit doucement. C'était de m'utiliser comme banque et ensuite de me jeter comme une ordure sur le trottoir. Ceci, c'est juste une conséquence. Il a baissé la tête. Les larmes ont commencé à remplir ses yeux. Pendant une seconde, j'ai vu le petit garçon qui pleurait pour son genou écorché, mais l'image s'est évanouie rapidement. Isabelle a croisé les bras, se dédouanant. « Écoute, Élise, je n'ai rien à voir avec ce prêt. C'était entre vous deux. Je ne connaissais même pas les détails. » Pierre a sorti un autre document. En réalité, si. Certains virements ont été effectués pendant les jours de travail de Julien, depuis un distributeur automatique près de votre boutique préférée. Les caméras pourraient être réquisitionnées si nous allons au procès. Elle a perdu ses couleurs. Et de plus, a-t-il continué, il y a les témoins de l'humiliation publique. La façon dont vous traitiez Madame Élise à la maison peut aussi être pertinente si cela devient public. Ce n'est pas un délit en soi, mais cela pèse lourd sur la réputation. Isabelle m'a regardée, irritée mais acculée. Alors, qu'est-ce que tu veux à la fin? De l'argent? Des excuses? J'ai respiré à fond. C'était le moment de mettre les choses au clair. Je veux 3 choses, ai-je dit. Premièrement, qu'on me paie ce qui est à moi. Deuxièmement, que mon nom ne soit plus utilisé comme un fardeau, comme une honte, ni comme une blague. Troisièmement, que vous compreniez que je ne suis plus quelqu'un que vous pouvez traiter n'importe comment. Pierre a résumé. Dans l'accord, en plus de la dette, nous inclurons une clause de non-contact abusif. Toute tentative de menace ou d'humiliation, nous retournons devant le juge. Ils se sont regardés. C'était comme si, pour la première fois, ils comprenaient que je n'allais pas reculer d'1 millimètre. La réunion a duré 1 heure de plus. Pierre a lu l'accord à voix haute, clause par clause. Julien a essayé de négocier le montant, a essayé de réduire les intérêts, a essayé d'allonger le délai à l'infini. Pierre a été inflexible, mais juste. Il a ajusté ce qui était raisonnable, sans me porter préjudice. À la fin, le document était prêt. 63 480, divisé en 40 paiements mensuels. Prélèvement automatique. En cas de défaut, exécution judiciaire immédiate. Pierre a mis le contrat devant Julien, avec le stylo à côté. « Si tu ne signes pas ici, Julien, nous déposons la plainte aujourd'hui même avant la fermeture du greffe, » a-t-il dit. « Avec tout ce que j'ai montré, plus les voisins comme témoins, ce sera bien pire pour toi. » Julien est resté à regarder le papier pendant de longues secondes. Sa main tremblait visiblement. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé. Pas avec haine, mais avec une sorte de fatigue qui ne laisse plus de place à la discussion. Il a pris le stylo. Il a signé. 2 fois. Une pour moi, une pour le notaire. Quand il a terminé, il a poussé le papier vers Pierre et s'est adossé à sa chaise vidée. « Voilà. Tu es heureuse maintenant, maman ?» J'ai parlé bas, mais chaque mot est sorti entier. « Non. Ce n'est pas du bonheur, Julien. C'est juste la justice. » Pierre a rassemblé les papiers, les a rangés dans sa serviette, signe que la partie légale était close. Mais la partie qui m'importait vraiment n'avait pas encore été dite. Je les ai regardés tous les deux. D'abord mon fils, puis la femme à ses côtés. Je veux que vous entendiez une dernière chose avant de partir. Ils n'ont pas répondu, mais ne se sont pas levés non plus. Toute cette paperasse, j'ai montré la boîte, c'est une preuve d'argent. Mais ce qui m'a fait le plus mal n'est sur aucun papier. C'est quand vous m'avez traité comme un poids mort, comme si j'avais vécu pendu à votre cou. J'ai passé la main sur ma veste, sentant le mot dans la poche. J'ai vendu la maison de ma mère pour payer tes études. J'ai travaillé des nuits entières pour que tu ne manques de rien. J'ai donné des apports, j'ai payé des mariages, j'ai gardé des petits-enfants. Et à la fin, ce que j'ai reçu, c'est « vieille folle, disparaît de ma vie ». Julien a baissé la tête jusqu'à la poitrine. Isabelle a regardé vers la fenêtre. « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. L'amour d'une mère, ce n'est pas accepter les humiliations.
Ce n'est pas boucher les trous d'adultes qui choisissent le mensonge. Ce n'est pas rester silencieuse quand on vous tourne le dos. Aimer, c'est aussi savoir quand partir. J'ai sorti le mot de ma poche. Il était plié en 4. Je l'ai mis sur la table, face contre terre. Ce mot n'est pas pour maintenant. Il est pour le jour où vous réaliserez vraiment. Un jour, vous vous souviendrez de cette salle, de cette table, de ces papiers, et vous comprendrez ce que vous avez perdu. J'ai glissé le mot vers Julien. Quand ce jour arrivera, lis-le. Il n'a pas eu le courage de le prendre. Pierre l'a pris doucement et l'a placé sur les documents qui lui seraient remis plus tard. Je me suis levée. Je continuerai d'être ta mère, Julien. Ça, personne ne peut l'enlever. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton sol pour que tu me piétines. Je suis quelqu'un qui s'est relevé et qui sait sortir par la porte la tête haute. J'ai regardé Isabelle une dernière fois. Et toi, Isabelle, rappelle-toi juste une chose. La façon dont tu as traité la mère de ton mari et la façon dont la vie te présentera la facture plus tard. Tout n'est pas argent. Certaines choses sont juste du respect. Et ça, vous l'avez perdu avec moi. J'ai pris la boîte, qui pesait maintenant moins lourd que le jour où j'étais arrivée. Pierre m'a ouvert la porte. Quand je suis sortie dans le couloir, l'air semblait différent, plus propre. J'ai respiré à fond. Je suis sortie légère. Les mensualités ont commencé à tomber directement sur mon compte 2 mois après la signature. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas rapide. Mais c'était constant. Chaque 10 du mois, la banque envoyait la notification. Au début, mes mains tremblaient quand je voyais le solde. C'était étrange de recevoir de l'argent de mon propre fils de cette manière, par obligation légale et non par gratitude. Mais à chaque dépôt, je ressentais quelque chose de différent. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un règlement de compte avec ma propre histoire. Julien a essayé d'être en retard au 3e paiement. La banque n'a pas confirmé le virement à la date prévue. Le lendemain, Pierre m'a appelé. « Élise, tu te souviens de l'accord ? Ne l'appelle pas. Laisse le juridique fonctionner. » En moins d'1 semaine, l'avocat a activé la clause et une partie du salaire de Julien a été saisie. Il s'est indigné, a envoyé des messages vocaux interminables, disant que j'exagérais, que c'était juste un retard, que la famille règle ça en parlant. J'ai tout écouté et je n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé une phrase. La famille n'humilie pas sur le trottoir. Après cette frayeur, il n'a plus jamais manqué un paiement. Il payait en râlant, mais il payait. Au fil des mois, les gens ont commencé à remarquer que quelque chose avait changé. La sœur d'Isabelle, qui m'avait toujours traitée avec froideur, m'a croisée un jour au marché et a baissé les yeux, honteuse. Certains parents éloignés du côté de mon mari ont commenté à Pierre qu'ils avaient entendu l'histoire du prêt, de la procédure, du scandale dans la rue. L'image de fils modèle que Julien avait construite a commencé à s'effriter. Sa belle famille a commencé à exiger une attitude différente. Un oncle l'a appelé pour lui demander comment il avait le front de faire ça à sa propre mère. Une cousine m'a envoyé un message disant qu'elle avait honte pour lui. Je n'ai rien ébruité. Je ne suis allée frapper à aucune porte. La vérité a marché toute seule, dans la bouche de ceux qui ont vu, dans la bouche de ceux qui ont entendu ce qui s'est passé ce jour-là. Isabelle aussi a senti le coup. La façade de mariage parfait, de maison de magazine, de vie idéale, a commencé à tomber en morceaux. Avec la saisie partielle du salaire de Julien, leur niveau de vie a chuté drastiquement. Ils ont dû vendre la voiture chère et acheter une compacte d'occasion. Les voyages se sont arrêtés. Les photos sur les réseaux sociaux, qui avant étaient de restaurants étoilés et d'hôtels, n'étaient plus que de l'intérieur de la maison. Je ne célébrais pas ça. J'observais juste de loin. C'était étrange de voir leur orgueil se défaire, non pas à cause de moi, mais à cause des conséquences de leurs propres décisions. 1 an plus tard, j'ai su par des tiers que le mariage a failli finir. Isabelle a découvert d'autres dettes, a trouvé des messages suspects sur son portable avec une autre femme, a découvert que toute cette sécurité financière qu'il affichait n'était que du vent. Pierre m'a raconté, sur un ton neutre, qu'ils se sont séparés quelques mois. J'ai écouté en silence. Je ne leur ai pas souhaité de mal. Je n'ai ressenti aucun plaisir. J'ai juste confirmé quelque chose que j'avais déjà compris. Celui qui construit sa vie sur des mensonges et de l'humiliation finit tôt ou tard par payer le prix. Pendant ce temps, ma vie prenait une autre direction. Avec les premiers paiements, j'ai pris une décision que beaucoup ont considérée comme une folie pour une femme de mon âge. Je suis sortie définitivement de leur orbite. J'ai cherché un petit studio, simple, dans un quartier tranquille près d'un parc. Ce n'était pas grand, pas luxueux,
Mais il y avait quelque chose que je ne ressentais plus depuis longtemps, la paix. Avec l'accord en cours et les conseils de Pierre, j'ai tout laissé documenter. Julien ne pouvait pas dire que j'avais abandonné quoi que ce soit. Je lui ai juste rendu la responsabilité de sa propre vie. Dans mon nouveau foyer, j'ai acheté un bon lit orthopédique, une petite gazinière, un réfrigérateur d'occasion mais fonctionnel. J'ai mis une petite table à 2 chaises près de la fenêtre. Quand j'ai fini de tout installer, je me suis assise par terre, adossée au mur, et j'ai soupiré. Le silence ici était différent. Ce n'était pas le silence du rejet, comme dans la chambre de service de leur maison. C'était le silence du commencement. Je me suis remise à coudre, mais à mes conditions. Plus fatiguée, à me tuer pour payer les rêves des autres. J'acceptais peu de travaux, choisis. Je faisais des ourlets, des retouches, quelques pièces sur mesure pour les voisines. L'argent ne coulait pas à flot, mais il ne manquait pas non plus. Les mensualités de l'accord couvraient le loyer et les charges. Le reste venait de mes mains. Je savais exactement d'où venait chaque euro. Et, pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais pas coupable de dépenser pour moi-même. J'ai créé une petite routine, mais c'était la mienne. Le matin, je me levais tôt, je faisais mon café et je sortais marcher au parc. Je saluais les mêmes personnes, je voyais le même monsieur promenant son chien, la même maman emmenant son fils à l'école. Peu à peu, j'ai noué des amitiés. Une voisine de palier, Madame Martin, une autre, a commencé à frapper à ma porte pour prendre le café l'après-midi. Elle ne connaissait pas toute mon histoire. Elle savait juste que j'avais vécu avec mon fils et que maintenant j'étais seule. Je lui ai raconté ce que je voulais, sans entrer dans les détails sordides. Elle me respectait sans avoir besoin de voir mes reçus. Avec mes petits-enfants, l'histoire a été plus délicate. Au début, le contact s'est coupé presque complètement. Julien s'est éloigné par peur d'affronter ce qu'il avait fait. Isabelle, blessée dans son ego, n'a pas facilité les choses non plus. Quelques mois plus tard, un numéro inconnu m'a envoyé un message. C'était le portable de la sœur d'Isabelle, avec un audio de Léo. « Mamie, c'est Léo. Tu me manques. » Sa voix avait un peu changé, plus grave, plus adolescente. J'ai senti mon cœur faire un bond, mais j'ai répondu avec calme. « Toi aussi, mon grand. » Avec le temps, nous avons commencé à faire des appels vidéo rapides, toujours quand Julien n'était pas à la maison. Je ne parlais pas en mal de leur père. Je ne déversais pas ma douleur sur les enfants. Je leur demandais juste comment allait l'école, les copains, leurs jeux vidéo. Je comprenais qu'ils n'y étaient pour rien, et que l'amour de grand-mère n'avait pas à être jeté à la poubelle à cause des erreurs des adultes. Un jour, après beaucoup d'insistance, nous avons convenu de nous voir au parc. La sœur d'Isabelle est venue avec les deux. Léo a couru vers moi et m'a serré fort. Emma est venue derrière, plus timide, mais elle s'est laissée embrasser aussi. Je les ai serrés contre moi, sans rien dire pendant quelques secondes. Quand je les ai lâchés, je les ai regardés dans les yeux. Je serai toujours votre grand-mère, même d'une autre maison. Je n'ai pas forcé la cohabitation. Je n'ai pas exigé de visite. J'ai laissé le temps créer un espace sûr. J'ai posé une limite claire. Je ne remettrai plus les pieds chez Julien. Je ne me mettrai plus en situation d'être humiliée à nouveau. Qui voulait me voir savait où me trouver. Julien, environ 10 mois après l'accord, a demandé à me voir. Pierre m'a appelé avant, demandant si j'étais disposée. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai accepté, mais avec des conditions, lieu public, conversation brève, pas de chantage émotionnel. Il est arrivé sur un banc du parc, plus maigre, cerné. Il s'est assis à côté de moi, en laissant de l'espace entre nous. « Maman, j'ai lu le mot. Je n'ai pas demandé comment, ni quand. J'ai juste attendu. Je ne vais pas te demander d'oublier. Je sais ce que j'ai fait. Mais je voulais... » Il a avalé sa salive. « Je voulais que tu saches que, chaque fois que le prélèvement passe, je me souviens de ce jour sur le trottoir. Et je regrette. J'ai regardé devant moi, les enfants jouant sur les balançoires. Le regret sans changement, ce n'est que du vent, Julien. » Il a baissé la tête. « J'essaie de changer. Alors change en silence. Paie ce que tu dois. Prends soin de tes enfants. Et si un jour tu veux être mon fils pour de vrai, commence par me respecter en silence, même quand je ne te regarde pas. » Il a pleuré. Pas comme le petit garçon d'avant, mais comme un homme qui voit enfin la grandeur du gouffre qu'il a creusé. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Je ne l'ai pas repoussé. Je suis restée là, présente, mais debout sur mon propre axe. Depuis lors, il essaie d'envoyer des messages de temps en temps. Je réponds quand je sens que c'est sain. Quand ce ton de manipulation subtile revient, je mets en silencieux. Pas par rancune, par soin de moi.
Aujourd'hui, ma vie est simple. Je me réveille, je marche, je travaille un peu, je discute avec Madame Martin, parfois je vois mes petits-enfants. Parfois, le soir, je m'assois sur mon lit avec mon vieux carnet, le même que je serrais le jour de l'humiliation. Sauf que maintenant, les dernières pages ont d'autres notes. Premier mois seul, loyer payé à l'heure. Troisième mois, je me suis acheté un chemisier neuf, sans culpabilité. Sixième mois, j'ai fait 5 tours de parc, sans mal de dos. 1 an, je me suis regardé dans le miroir et j'ai aimé la femme que j'ai vue. La dignité n'est pas un luxe. Ce n'est pas une récompense. C'est la base de tout. C'est le minimum que toute personne mérite. Et personne ne devrait négocier ça, ni par amour filial, ni par peur de la solitude. Si cette histoire m'a appris une chose, c'est que l'amour n'est pas l'humiliation. Le respect ne se demande pas, il s'exerce. Personne n'est un fardeau parce qu'il existe. Le fardeau, c'est celui qui choisit de s'allonger sur le dos des autres et croit encore qu'il fait une faveur. La renaissance n'a pas d'âge. Elle peut arriver à 20 ans, à 40, à 70. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps tu as passé à servir de sol aux autres. C'est le jour exact où tu décides de te relever. J'ai recommencé à zéro, mais cette fois à ma manière. Avec des comptes clairs, avec une petite maison, avec peu d'amis, mais avec la tête haute. Et ça vaut plus que tout l'argent qui a pu passer entre mes mains. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez et restez avec moi pour les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Quelqu'un peut avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.